Bonjour à tous, dans cette quatrième partie du chapitre 2, on va étudier les calculs modulaires, c'est-à-dire les calculs dans z sur nz, ou dans k de x, quotienté par l'idéal engendré par un certain polynôme p. Et on va voir quel est le coût de ces calculs en fonction de n ou de p. Alors, première chose, dans z sur nz, avec n un entier naturel supérieur ou égal à 2, comment est-ce qu'on calcule dans z sur nz? Simplement, on représente une classe modulo n par son représentant qui est compris entre 0 et n-1. Bon, on pourrait décaler pour l'avoir à peu près entre moins n sur 2 et n sur 2, mais disons qu'on va faire ce qui est le plus simple, c'est-à-dire de représenter par les entiers entre 0 et n-1. Alors dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait la somme? Si a et b sont des entiers entre 0 et n-1 qui représentent leur classe, la classe de A et la classe de B, on additionne, on leur associe a plus b si a plus b est inférieur ou égal à n-1, et a plus b moins n, sinon. Et donc là, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire, une somme, une comparaison et une différence. Donc là, pour la somme, on a bien grand O de 1, opération arithmétique dans Z. Pour faire le produit à A et B, qui sont entre 0 et n-1, on va associer le reste dans la division euclidienne de A fois B par n, qui sera le représentant de la classe produit. Donc là, à nouveau, on a juste un produit à faire et une division euclidienne, donc c'est encore grand O de 1 opération. Donc finalement, les opérations d'anneau dans Z sur NZ se font en grand O de 1 opération arithmétique dans Z. Donc encore une fois, là j'ai plutôt caché la complexité qu'autre chose, c'est-à-dire que je pars du principe que même des très grands entiers, faire des opérations sur eux, ça prend toujours qu'une opération. Donc forcément, ça simplifie beaucoup le résultat. J'aurais des choses plus compliquées si je regardais les complexités des opérations en fonction de la taille des entiers que je considère, mais ça c'est quelque chose que je ne fais pas dans ce cours. Maintenant, une autre opération qu'on peut vouloir faire, c'est déterminer si la classe de A, donc A étant un entier entre 0 et n-1, est inversible modulo n. Donc est-ce que cet élément de z sur nz est un élément inversible dans l'anneau z sur nz? Eh bien, ça simplement, ça revient à calculer le PGCD de A et de n et à tester s'il vaut 1. Donc ça, c'est un calcul qui se fait en grand O de log n, opération arithmétique dans Z. C'est ce qu'on a vu au niveau de l'algorithme d'Euclide. Et maintenant, si oui, c'est-à-dire si l'élément est inversible, calculer l'inverse de A modulo n. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, simplement, cette inverse, c'est l'entier U, compris entre 0 et n-1, tel que AU soit congru à 1 modulo n, c'est-à-dire tel que il existe un entier V, tel que AU plus BV égale 1. Autrement dit, l'inverse de A modulo n, c'est simplement le U qu'on obtient en trouvant une relation de Bezout entre A et n. Donc, pour trouver U, on fait l'algorithme d'Euclide étendu, ça nous donne U et V. Si jamais cet algorithme donnait un U trop grand, c'est-à-dire plus grand que n, on ferait la division euclidienne par n, mais ça rajoute juste une opération, et puis on prendrait le reste. Et donc en tout cas, c'est encore grand O de log n, opération arithmétique dans Z,
comme on l'a vu pour la complexité de l'algorithme d'Euclide étendu. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que les calculs dans Z sur NZ se font bien, somme et produit en grand taux de 1 opération, et déterminer si un élément est inversible, et si oui, calculer son inverse, en grand taux de log n opération dans Z. Maintenant, on va voir ce qu'il en est dans K crochet X, quotienté par l'idéal engendré par un polynôme P, avec P, un polynôme de degré D, supérieur ou égal à 1. Si on quotiente par un polynôme constant, ça n'a aucun intérêt, donc on va quotienter par un polynôme de degré supérieur ou égal à 1. Donc, comment est-ce qu'on représente un élément du quotient? On représente une classe modulo P par un polynôme de degré strictement plus petit que D. Donc qui est en fait l'unique polynôme de degré strictement plus petit que D appartenant à cette classe, et il s'obtient en prenant n'importe quel élément dans la classe et en regardant le reste dans la division euclidienne de cet élément par P. Donc on a bien une représentation tout à fait naturelle des classes de concurrence modulo P par des polynômes de degré strictement plus petit que D. Maintenant, avec cette représentation, comment est-ce qu'on fait la somme ou le produit? La somme ou le produit de Q1 et Q2, disons, qui sont des polynômes de degré strictement plus petit que D, eh bien, simplement, on calcule Q1 plus Q2 ou Q1 fois Q2, et ensuite, on prend simplement le reste dans la division euclidienne par P. Alors ça, Q1 et Q2 sont de degré plus petit que D. Si on calcule leur somme, ben c'est grand O de D opération. Si on calcule leur produit, donc on a deux polynômes de degré plus petit que D, si on calcule le produit même de manière naïve, ça va être grand O de D2 opération, grand O de D au carré opération. Et ensuite, cette somme ou ce produit, il va falloir en prendre le reste dans la division euclidienne par P, disons, si c'est le produit, si c'est la somme, c'est pas la peine. Donc je vais peut-être séparer les choses. Donc la complexité pour la somme, bah, c'est simplement Q1 plus Q2. Il n'y a pas besoin de... Inutile de prendre le reste, puisque déjà Q1 plus Q2 est de degré strictement plus petit que D, et donc vous avez simplement grand O de D, opération arithmétique dans le corps K. Et pour le produit, là cette fois-ci, quand on a deux polynômes de degré strictement plus petit que D, quand vous faites le produit va être de degré strictement plus petit que 2D, mais il peut être supérieur ou égal à D. Et donc là, il faut prendre le reste dans la division euclidienne de ce produit par P. Et donc, vous avez un nombre d'opérations arithmétiques dans K qui est grand O du produit des degrés. Et donc, ça fait grand O de 2D fois D, donc ça fait grand O de 2 fois D carré, mais ça revient à faire grand O de D carré. Et donc, vous avez grand O de D carré, opération arithmétique dans K, pour calculer le reste dans la division euclidienne par P du produit. Alors là, on remarque qu'on a fait la multiplication naïve de Q1 par Q2 qui faisait aussi grand O de D carré opération. Si on avait fait un algorithme plus rapide, par exemple la multiplication rapide de Karatsuba, eh bien on aurait gagné un peu sur la première étape, mais comme en fait la deuxième étape est aussi limitante que la première, elle est déjà en grand O de D carré, gagner sur la première sans gagner sur la deuxième, ça servirait à rien. Donc finalement, on a de toute façon grand O de D carré opération arithmétique dans K pour faire le produit de deux polynômes de deux classes de polynômes modulo P, représentés de cette manière. Alors maintenant, déterminer si c'est inversible, donc déterminer si Q est inversible modulo P, et si oui, calculer son inverse, eh bien ça se fait exactement comme dans Z, c'est-à-dire qu'on doit trouver une relation de Bezout entre Q et P. Déjà, pour voir si c'est inversible, on a juste trouvé le PGCD, et pour trouver l'inverse, on doit trouver une relation de Bezout, et donc ça se fait à nouveau en faisant l'algorithme d'Euclide étendu,
Et donc cet algorithme d'Euclide étendu, il se fait aussi en grand O de D carré, opération arithmétique dans K. Et donc, on a cette propriété. Donc du coup, ça c'est quelque chose qui va être très important, le fait de savoir calculer dans des quotients, K de x sur P, ça va être très important dans le chapitre sur les corps finis, parce que c'est comme ça qu'on va construire des corps finis. À partir de z sur pz, on va les construire comme étant z sur pz de x, quotienté par l'idéal engendré par un certain polynôme. Et donc on aura besoin de savoir calculer efficacement dans ces quotients. Et donc là, ce que j'ai montré, c'est comment le faire. Donc là, cette partie-là, elle n'est pas extrêmement détaillée dans le poly, mais il n'y a rien de difficile, et c'est quelque chose qui est important à bien retenir. Alors maintenant, on va voir autre chose qu'on peut faire justement, tant qu'on est à faire des quotients, c'est d'appliquer le théorème chinois. Donc, grand 5, le théorème chinois, on appelle aussi le théorème des restes chinois. Alors, que dit ce théorème? Dans le poly, vous avez une version un peu générale. Soit A, un anneau. Donc anneau, pour moi, ça veut toujours dire commutatif et unitaire. Enfin, en tout cas, dans ce cours, tous les anneaux seront toujours commutatifs et unitaires. Et AB, deux éléments de A. Si l'idéal engendré par A et B est égal à l'anneau tout entier, alors l'idéal engendré par A intègre l'idéal engendré par B, ça fait l'idéal engendré par AB, et le morphisme phi, donc de A quotienté par AB dans A quotienté par A, croix A quotienté par B, qui a la classe de X modulo AB, associe la classe de X modulo A, la classe de X modulo B, ce morphisme est un isomorphisme. Donc là, vous avez une version générale qui se démontre sans difficulté. Vous avez la preuve dans le poly. Quel est l'intérêt pour nous de ce théorème? C'est d'insister sur la partie effective. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait ça en pratique. Donc en pratique, calculer phi, là c'est tout à fait simple. Si on est dans z sur nz ou k crochet x sur p, c'est-à-dire si A et B sont dans n étoiles, disons, même supérieur ou égaux à 2, ou si A et B sont dans K de x des polynômes non constants. D'accord, quand je dis z sur nz ou k de x crochet p, c'est pas vraiment n, c'est a et b, et k de x crochet p, c'est aussi k de x sur a et k de x sur b. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? Si on veut voir ce que c'est que phi, on a x modulo ab. Par exemple, si on est avec a et b des polynômes, on a x modulo ab, c'est-à-dire que x est représenté par un polynôme de degré strictement plus petit que le degré de AB, et quand on veut lui associer x modulo A et x modulo B, simplement, il s'agit, pour calculer phi de x, il s'agit simplement de prendre le reste dans les divisions euclidiennes de x par A et par B. Donc simplement, on divise ce polynôme x par A, et on obtient le reste qui représente la classe de x modulo A, on le divise par B, et on obtient le reste qui représente la classe de x modulo B. Donc là, si on est dans K crochet x, simplement le calcul de phi de x se fait juste en prenant ces restes, et donc il s'agit de calculer une division euclidienne d'un polynôme de degré plus petit que 2G plus 2B, donc on va dire qu'on appelle D égale 2G plus 2B, on fait la division euclidienne par un polynôme de degré, alors disons, si on veut pas s'embêter, on peut dire que c'est en grand O de D carré avec D
égale 2Ga plus 2B. Et en tout cas, là, on est sûr qu'on est tranquille. Pour faire ces divisions euclidiennes. Alors maintenant, si on est dans Z, ben simplement, c'est grand O de 1. Simplement parce qu'on a A et B qui sont des entiers, on a un entier X qui est donné modulo le produit de ces deux entiers, AB, on veut juste calculer la division euclidienne de X par A et celle de X par B, donc on a deux divisions euclidiennes à faire dans Z, donc c'est simplement grand O de 1 opération. Donc le calcul de phi se fait avec cette complexité. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le calcul de phi moins 1. Comment se fait le calcul de phi moins 1? On se donne xy, deux éléments de A, alors phi moins 1 de x mod A, y mod B, c'est simplement xbv plus yau mod AB. Alors, ça se démontre facilement si vous prenez... Alors, je vais dire d'abord ce que c'est que U et V, avec U et V des éléments de A, tels que AU plus BV égale à 1. On suppose dans l'énoncé du théorème chinois que je vous donne que l'idéal engendré par A et B, c'est l'idéal A tout entier, donc 1 est dedans, et donc on peut bien écrire 1 sous la forme AU plus BV avec U et V des éléments de A. Maintenant, si on suppose que ces éléments de... Si U et V sont connus, qu'est-ce qu'il faut faire pour calculer l'image réciproque d'un couple classe de X, classe de Y? C'est simplement calculer XBV plus YAU. Pourquoi? Parce que si on prend cet élément-là, qu'on le réduit modulo A, cette partie-là va disparaître, il restera XBV, mais si on regarde ici, BV modulo A, c'est simplement 1, donc ça va bien faire X modulo A, et pareil dans l'autre sens, ça va faire Y modulo B. Donc si U et V sont connus, comment est-ce qu'on doit calculer l'image réciproque d'un couple XY? Simplement en calculant XBV plus YAU, et en réduisant ça modulo AB. Donc, combien de calculs sont nécessaires pour faire ça? Ben, simplement, dans Z, c'est grand O de 1 opération. D'accord? Simplement, on fait ici deux produits, ici aussi deux produits, on fait une somme, et ensuite on réduit en prenant le reste modulo AB, donc c'est grand O de 1 opération. Dans K crochet X, c'est-à-dire si A et B sont des polynômes non constants de A crochet X, on a à nouveau, c'est en fait comme tout à l'heure, grand O de D carré, opération. Alors quand je suis dans K crochet X, je compte toujours en opération arithmétique dans K, avec D qui est 2Ga plus 2B. Alors pourquoi? Parce que on a X et Y, nos éléments, qui sont en fait, ce qui nous intéresse, c'est la classe de X et la classe de Y, et donc X va être représenté par un polynôme de degré strictement plus petit que 2Ga, Y sera représenté par un polynôme de degré strictement plus petit que 2B, donc en fait, les deux seront des polynômes de degré strictement plus petit que D. Ensuite, je vais multiplier par B. Alors, ce qu'on a aussi quand on a une relation de Bezout comme ça dans K crochet X, c'est que le degré de U est strictement plus petit que celui de B, le degré de V est strictement plus petit que celui de A. Donc ici, on a X, B, V, Y, K, U, on a 6 polynômes qui sont tous de degré strictement plus petit que D. Donc quand on fait le produit XB, ben, même si on fait ce produit naïvement, ça fait grand O de D carré opération. Le résultat, bon, il est de degré au plus 2D, donc on peut le reprendre le produit, ou alors on peut d'abord le réduire, peu importe, enfin... En tout cas, c'est toujours grand O de D carré opération pour calculer XBV, pour YAU c'est pareil, pour les sommets c'est pareil, et donc on a grand O de D carré opération, ensuite on doit faire le quotient, enfin le reste en tout cas dans la division euclidienne par AB, mais ça c'est toujours en grand O de D carré opération arithmétique, et donc finalement on calcule l'image réciproque d'un couple XY en grand O de D carré opération arithmétique dans K, à condition de connaître U et V. Et il faut ajouter à ça le calcul de U et V. Alors comment se fait le calcul de U et V? C'est simplement l'algorithme d'Euclide étendu. Donc dans Z, on a vu qu'on avait grand O de min de log A et log B opération dans Z. Et dans
K crochet X, on a vu que c'était grand O de degré de A fois degré de B. Donc en supposant que A et B sont non constants. Opération arithmétique dans K pour calculer U et V. Donc, si vous êtes dans K crochet X, vous voyez qu'en fait, chaque calcul de phi-1 de xy prend plus de temps que le calcul initial de U et V, en tout cas pas moins de temps, et donc du coup, en fait, ce que vous pouvez dire simplement dans K crochet X, c'est qu'à chaque fois que vous devez calculer l'image réciproque d'un élément, ça vous prend grand O de D carré opération arithmétique, et d'ailleurs, c'était le même coût que pour l'image directe d'un élément, donc par phi. Maintenant, quand vous êtes dans Z, chaque image réciproque vous coûte grand O de 1, et le précalcul au début de U et V coûte grand O de min de log A et log B. Donc là, quand vous êtes dans Z, vous avez intérêt à calculer une fois pour toutes U et V, et ensuite, à chaque fois que vous avez des nouveaux éléments x et y dont vous voulez calculer l'image réciproque, eh bien vous n'avez plus que grand O de 1 opération, parce que vous avez éventuellement stocké les U et V qui vont vous servir, qui dépendent que de A et B, et pas de x et y. D'accord? Donc là, cette notion de précalcul elle est très importante. Si vous avez des A et B qui sont fixés, et que vous allez devoir énormément de fois calculer l'image réciproque de certains couples x, y, eh bien vous avez intérêt à faire le précalcul une seule fois, donc ça c'est grand O de min de log A log B, opération, et ensuite vous stockez les valeurs de U et V, et vous réutilisez ces valeurs pour tous les calculs d'image réciproque que vous avez à faire, et donc vous avez à ce moment-là uniquement grand O de 1 opération à faire par image réciproque que vous voulez calculer. Donc là vous gagnez un peu de temps dans Z. Ensuite, une remarque sur ce théorème, c'est qu'en fait il peut se généraliser à A quotienté par A, B, C, qui est isomorphe à A sur A, croix sur B, croix sur C, etc. Donc ça c'est marqué dans le poly, et ça pose aucune difficulté ensuite de généraliser ça par récurrence.